Sunderlight Productions. Dans cet épisode, on parle de sommeil alpha, de Platon contre Poutine, de Flashmètre, du théorème du singe, des harmonies de couleurs, de grand angle, du vrai fine art, du travail à fournir pour être créatif, du sens des mots, des photos copieurs, de donner du sens à ce qu'on photographie, de subjectivité. Mais surtout, on voit que la première des règles, c'est qu'il n'y a pas de règles. Vous êtes tout est dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur une photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Nat Sakura. Enchanté, bonjour tout le monde. Bonjour Nat, enchanté, bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation. Déjà, on va faire une petite précision, c'est pas Sakura, c'est Sakura. Sakura. Bon, j'ai fait une petite. Tu sais que je me pose la question à chaque fois que je lance le truc. Je demande toujours avant comment on prononce. Enfin, j'essaie toujours de penser à demander avant comment on prononce. Et des fois, j'oublie. Et au moment d'enregistrer, je me dis, j'espère que je vais dire ça. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était Morgane Le Tournaire, où j'ai dit Morgane Le Tourneur, et qui m'a corrigé gentiment. Donc, Nat Sakura. Oui, bonjour. Enchanté, merci d'avoir accepté l'invitation. Tu as été cité par Camille Gauthier, je pense que tu as été cité 2-3 fois avant dans les épisodes, mais j'ai plus les références, mais effectivement ton nom revient assez fréquemment quand on parle de photo fine art, de photos studio, de photos assez élaborées. Et même dans mes amis, j'ai des amis qui ont fait tes formations, qui en sont revenus avec des étoiles plein les yeux. Donc du coup, je suis enchanté de te recevoir enfin depuis le temps que j'entends parler de toi. Moi Bienvenue. Aussi. Merci de ton accueil. Alors la première question, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est l'elevator pitch. Donc le principe est simple, tu es dans l'ascenseur, Steve Jobs rentre à côté de toi et tu as 3 étages pour lui expliquer qui tu es et ce que tu fais. Qu'est-ce que tu lui dis ? Alors moi je suis Nat Sakura, je suis né en Espagne sous Franco, de parents inconnus. J'ai été élevé en partie dans un orphelinat. J'ai été ensuite adopté par des Français. J'ai fait des études de philosophie. J'ai fait Cagne, Hippocagne. Ensuite, je suis devenue journaliste à la Maison de la Radio. Ensuite, je suis devenue assistante à Publicis. Ensuite, je suis reparti comme photoreporter, notamment au Moyen-Orient, dans des zones de guerre comme à Gaza, par exemple, en l'an 2000. Ensuite, j'ai été chef de service du journal Midi Libre pour la rubrique photo, vidéo, internet. Et maintenant, je suis directrice artistique et photographe au studio B612 qui fait de la mode et de la publicité à Montpellier. Ça fait un gros parcours qui n'était pas orienté photo au départ d'ailleurs. Pas du tout. Moi, je voulais être prof de fac en philosophie et je n'ai jamais trouvé de travail. Donc, j'ai échoué en photographie. C'est peut-être pas une mauvaise chose que tu n'aies jamais trouvé de travail en philosophie puisque tu as terminé en photo avec un succès. Ça fonctionne bien. Oui, plutôt. Les images sont belles, ça valait le coup. Tu te définis comme fine art sur ton site. Tu peux juste expliquer pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le fine art, qu'est-ce que c'est ? Alors tu vas être très déçu. En fait, je me définis pas comme fine art. Fine art, c'est un titre qu'on m'a collé au début de l'invention du fine art, c'est-à-dire au début des années 2000. Et le fine art à l'époque aux États-Unis, c'était le fait de réussir à créer des photos le plus exceptionnelles possible, le plus impressionnantes possible, sans l'intervention de Photoshop. C'était ça le fine art. Sauf que désormais, et depuis une dizaine d'années, le fine art c'est exactement l'inverse. Ce sont des photos excessivement retouchées. Mais mes photos sont fine art au sens premier du terme, c'est-à-dire réussir à créer des images qui paraissent exceptionnelles, qui paraissent impossibles par le biais de la simple photographie et de la maîtrise de la lumière. D'accord, mais je pense que c'est justement la bonne définition qu'il fallait avoir parce que, comme d'habitude, on a besoin de mettre les gens dans des cases et les cases ont besoin d'être très définies et en même temps, je crois qu'elles n'ont jamais été aussi floues. C'est bien de remettre un petit peu les choses dans leur contexte finalement. Tout à fait, et tu vas voir, dans la discussion qu'on va avoir, en fait, il y a une vraie problématique en photo, en ce sens que la plupart des gens qui arrivent dans la photographie y arrivent par le biais de soit ils ont acheté un appareil photo
ou on leur a offert un appareil photo, ou bien simplement ils ont vu des tutos sur YouTube, ce genre de choses. Sauf que la plupart des informations qui circulent sont des informations soit parcellaires, soit mal digérées, soit erronées, et des tas de mots sont utilisés à contresens. Par exemple, je pense qu'à un moment donné, on parlera de la notion de contre-jour et de clair-obscur qui est absolument mal comprise par les gens, ce qui fait que les gens font exactement l'inverse de ce qu'ils croient faire. Voilà. Le fait d'avoir un vrai travail sur les mots et sur le sens réel des choses va être essentiel. C'est le problème de la vulgarisation à chaque fois. Alors, puisqu'on parle du sens des mots et de travailler justement sur ce que ça veut vraiment dire, la photo studio, alors toi, tu as énormément... Enfin, quand on te définit, souvent on va parler de toi comme une photographe studio. La photo studio, c'est pas que en studio, ça peut être en extérieur aussi. Pas. Alors en fait, il y a une énorme incompréhension là aussi chez la plupart des photographes. Alors revenons aux bases. Photographier, ça veut dire écrire avec de la lumière. Écrire avec de la lumière, ça veut dire savoir gérer celle-ci. Qu'il s'agisse de celle du soleil, de la lumière continue du soleil, ou de la lumière continue d'une lampe, d'une bougie, du néon, de ce que vous voudrez, ou de la lumière artificielle que l'on va ponctuelle, telle que le flash. Et faire de la photo studio, c'est faire de la photo, c'est-à-dire gérer la lumière, qu'il s'agisse d'une photo qu'on va prendre, je ne sais pas, par exemple en haut d'une haute montagne, en rajoutant de l'éclairage artificiel, ou bien en se plaçant dans un studio, dans un appartement, au bord de la mer, dans un dirigeable, où vous voudrez. Le problème, c'est que la plupart des photographes ne sont pas des photographes, ils sont des photocopieurs, c'est-à-dire qu'ils vont prendre ce qu'ils voient avec leurs yeux, sans intervention, sans médium, sans compréhension et sans recul, et ils vont photocopier le réel. Sauf que c'est une incompréhension complète qui fait qu'ils ne sont pas photographes au sens où moi je l'entends. Photographe, ça signifie que on veut faire apparaître une émotion. Cette émotion ne peut apparaître que par le biais d'un médium qui est celui de l'artiste, qui va voir une réalité et y transposer sa propre subjectivité. Et sa propre subjectivité ne peut intervenir que par le biais d'une technique qui est celle de la transformation de l'éclairage. Qu'il s'agisse du réglage de l'appareil photo, vous êtes en extérieur, le soleil brille, vous avez trop de lumière, vous allez fermer le diaphragme, vous baissez le temps de pause, ce qui fait que la lumière va baisser, vous allez pouvoir donner l'impression qu'il fait nuit alors qu'on est en plein jour. Ben ça, c'est un début de photographie, c'est-à-dire qu'on va commencer à intervenir sur le réel. Mais après, une fois qu'on a décidé qu'il fait nuit alors qu'il est midi et qu'on est en plein soleil, on peut rajouter de la lumière et créer une ambiance nocturne, c'est le principe de la nuit américaine, créer un effet de lumière alors que on va changer totalement la réalité. Et c'est ce changement sur la réalité qui fait que la photographie devient un art. Si vous ne photographiez que ce que vous voyez, eh bien vous n'êtes pas un artiste, vous êtes vous prenez le réel que vous mettez en 2 dimensions sur une feuille de papier. Mais c'est une incompréhension complète, puisque là on en reviendra à la petite discussion qu'on a eue avant l'interview sur le fait que toi tu es plutôt en street et que donc tu as un regard différent sur les choses. Mais tous les grands photographes, tous les grands photoreporters ont compris à un moment donné, c'est le cas de Cartier-Bresson, de Doisneau et de tous les autres, que la transformation du réel par le biais de l'objectif photographique et de la méthode photographique permet de faire exister des réalités alternatives. Et c'est ça, photographier. C'est ce que j'allais te demander, parce que comme tu as été photoreporter, est-ce que ça s'appliquait justement à cette partie de ton travail ? Tout à fait. Tout à fait. Mais je vais t'expliquer. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est un moment intéressant qui peut avoir une utilité pour plein de gens. Le photoreportage, c'est quoi ? C'est le fait d'être témoin d'une situation, d'un événement, d'une action et surtout, pas juste d'être témoin et de prendre un décalque de la réalité, mais de lui donner du sens. C'est pour ça que les photojournalistes ont une carte de presse. Ce sont des journalistes. Et donc, ils ne sont pas juste des gens qui vont, tiens, je sais pas, il y a un ministre qui coupe un ruban, on fait une photo du ministre qui coupe le ruban. Ça n'a pas d'intérêt en soi. Ce qui compte, c'est de donner un sens. Donner un sens, ça veut dire qu'on va faire intervenir sa propre subjectivité pour donner une réalité. On va prendre un exemple, ça sera plus concret. Imaginons que nous ayons un ministre du gouvernement accusé de viol, au hasard. À qui tu peux parler. Oui. Il y en a au moins 3 en ce moment. Je n'ai pas de nom en tête. Mais on en parle beaucoup à l'intérieur. Donc,
Imaginons que je fasse partie d'un journal proche du gouvernement, par exemple le journal du dimanche. Ce ministre vient inaugurer, je ne sais quoi, une classe, une école, et vient couper un ruban. Si je travaille pour le journal proche du gouvernement et qu'il est midi, je vais me mettre plutôt du côté de la lumière et je vais photographier ce ministre à hauteur d'homme, de manière à lui donner un côté sympathique, intéressant, et à montrer que évidemment cette personne est accusée faussement. Imaginons que maintenant je travaille pour un méchant journal d'extrême gauche comme l'Humanité ou Mediapart, et que je veuille montrer qu'au contraire cette personne recèle une part d'ombre et de non-dit. Eh bien, je vais me mettre en contre-plongée, je vais me mettre à la partie opposée à la lumière du soleil, à l'ombre, et je vais me faire apparaître un personnage arrogant avec une part d'ombre. On est d'accord que ça s'est passé exactement au même moment, et que c'est ma subjectivité de journaliste qui a permis de montrer tel ou tel aspect de la réalité. La réalité, ça n'est pas une chose. Là, par exemple, tu es en train de me regarder par le biais de ton écran et de me voir. Ce n'est pas moi que tu vois, c'est la lumière réfléchie par ma peau, c'est-à-dire par une toute petite partie de moi qui arrive sur la caméra et qui est retransmise ensuite par le biais des informations électromagnétiques chez toi. Mais ce n'est pas moi que tu vois. Si j'étais éclairé différemment, que ma caméra était à un autre endroit, etc., tu me verrais absolument différemment. Cela, ça n'est que de la subjectivité. Le fait d'être photographe, c'est d'être conscient de cette subjectivité et de dire que par le biais de celle-ci, je vais faire apparaître la réalité que j'ai envie de montrer. Voilà. Et c'est ça le photojournalisme. Et donc, dans photojournalisme, il y a photo, donc photographe, donc c'est le fait d'être subjectif, et journaliste, c'est-à-dire le fait de coller le plus près possible du réel. Voilà. D'accord, c'est 10 minutes d'enregistrement, je suis déjà scotché. Bravo. Désolé. Désolé, c'est très longue et bavarde. Non, mais c'est génial parce que moi, j'aime beaucoup la notion de photocopieur. En fait, ça résume bien. Je pense que ça met des mots vraiment sur un des mots du métier, qui est que parfois quand on démarre, on a l'impression qu'il faut absolument avoir un truc le plus fidèle à la réalité. On oublie totalement le côté subjectif et le côté où on doit mettre une part de soi, en fait. Et c'est vrai c'est dans les beaux discours qu'on apprend tous, on apprend à dire que il y a une part de moi dans mes photos, mais est-ce qu'elle y est réellement? C'est pas toujours le cas, quoi. Non, mais est-ce que tu me permets de faire un petit aparté? Vas-y. À me dire, parce que c'est extrêmement intéressant et en fait c'est le nœud du problème. Tu viens de parler de la réalité. Eh bien, la réalité n'existe pas. L'idée de penser que la réalité existe en tant que réalité, c'est-à-dire en tant qu'objet objectif hors de nous-mêmes, c'est une absurdité complète. Et tu le sais. Lorsque tu as trop bu, la réalité n'a pas changé, mais tu la vois différemment. Lorsque tu dors, la réalité ne change pas, mais tu la vois différemment. Tout ce que tu vois, tu crois savoir, que tu crois exister, n'est que de ton point de vue. Et de ton point de vue dans l'état de conscience dans lequel tu te trouves. L'idée que nous pouvons, nous, photographes, avec un instrument aussi imparfait qu'un appareil photo, rendre compte du réel, c'est essayer d'écrire, essayer d'écrire les mots de Dieu avec du vent. Ça ne veut rien dire. La réalité n'est que l'aperçu subjectif, parcellaire d'un moment de conscience, d'un moment de notre état d'esprit. Je vais te faire une petite histoire et tu vas comprendre exactement ce que je veux te dire. Tu es parti en vacances sur une île du Pacifique merveilleuse, avec les eaux turquoises, avec la femme que tu aimes, tes enfants, tes amis. Tu viens de passer une journée extraordinaire, l'air sent bon la vanille, il y a un bruit de ukulélé au loin, tu viens de manger du poisson sur une plage, il fait chaud, il fait bon, tu es bien. Et tu vas faire une photo du magnifique coucher de soleil derrière les cocotiers que tu es en train de voir. Et la photo que tu veux faire, c'est pas un coucher de soleil derrière des cocotiers dont tu n'as rien à faire puisqu'il y en a plein dans les cartes postales de l'hôtel où tu te trouves. Ce que tu as envie de montrer, c'est la journée merveilleuse, les eaux turquoises, l'amitié et l'amour, tes enfants qui t'ont fait des cadeaux, le goût du poisson grillé, l'odeur de vanille, etc. Et tu vas faire une photo et tu vas rentrer chez toi avec cette photo et tu vas avoir un banal coucher de soleil derrière des cocotiers comme il y en a des milliards sur Internet. Ouais. Si tu es photographe, tu vas comprendre que c'est par le biais d'une intervention
artificielle. Artificielle, ça vient du latin ars, artis, qui veut dire créer, faire apparaître par le biais de la ruse quelque chose, mais tu vas faire apparaître l'odeur de vanille, le bruit du ukulélé, le goût du poisson grillé, les eaux turquoises, etc., etc. Et être photographe, c'est faire intervenir par le biais de l'art quelque chose qui n'est pas dans l'image. Et donc, la réalité dont tu veux parler, c'est celle dont je viens de t'expliquer les termes. Ce n'est pas le coucher de soleil, dont personne n'a rien à faire, parce qu'on en voit un tous les matins et un tous les soirs. Enfin, les levées et les couchers de soleil. C'est bien résumé. Je suis je suis scotché, je suis perdu. Tu viens de me scotcher très très fort là. Dernière question de l'elevator pitch avant de passer à l'interview proprement dite, c'est ta discrétion sur les réseaux sociaux. Alors, tu es très active et en même temps, en tant que personne, on sait pas vraiment qui tu es. Je te le disais tout à l'heure, c'est plus ou moins la première fois que je vois à quoi tu ressembles sur un écran d'une manière générale. Avant de commencer cet entretien, j'aurais pu te croiser dans la rue et ne pas savoir que c'était toi en fait. Et ça, j'aurais bien aimé l'aborder parce que je pense que tu as une réponse assez intéressante à cette question. Oui, parce que c'est génial justement de ne pas être abordé dans la rue par des inconnus. C'est merveilleux. C'est merveilleux l'anonymat, non ? Ah, ça a son charme, mais... Et moi, c'est ce que je préfère. Non, la vraie raison, c'est que je déteste notre époque. Je déteste le fait que pour faire passer des mots, des émotions, des idées, il faille se mettre en scène. Ça aboutit au monde, notamment au monde politique dans lequel nous sommes, où on va voter pour des gens non pas en fonction de ce qu'ils nous disent et du sens profond que peut avoir leur engagement politique dans nos vies, mais sur leur gueule et leur façon d'être. Et ça aboutit à l'espèce de classe politique ripollinée et toujours souriante qui ressemble à des présentateurs télé qu'on voit sans arrêt. Voilà. Et c'est pareil dans les arts. Le fait de personnifier un créateur, un artiste, une personne, ça aboutit au fait qu'on va juger son art non pas en fonction de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, de ce qu'il crée, mais en fonction de ce à quoi il ressemble et de sa façon d'être. Sauf que la personne ne compte pas. Nous avons une idée approximative de ce à quoi ressemblait Baudelaire, par exemple, parce qu'on a les photos de Nadar pour voir à quoi ressemblait Baudelaire. Sauf que, qu'est-ce qu'on en a à foutre de la gueule qu'il avait ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de sa vie privée ? Ça n'a aucune importance. Et donc, moi, j'ai choisi, il y a très longtemps, de ne pas me montrer. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que j'ai eu plein de vies, plein de visages, plein de physiques différents et plein de noms différents dans ma vie, ce qui fait que les gens se seraient perdus et ça n'aurait eu aucun sens. Et puis voilà, et puis ce qui compte, c'est ce que je te dis, et c'est ma voix, c'est pas ma gueule. Non, mais c'est intéressant, justement, je trouvais ça intéressant de vouloir être reconnu par son art et pas par sa personne. Et c'est vrai que ce que tu viens de dire, en fait, c'est que la plupart des grands classiques des livres qui restent aujourd'hui, en fait, on peut certainement trouver plein d'infos sur les auteurs en cherchant un petit peu, mais quand tu lis Émile Zola, est-ce que tu te soucies réellement de à quoi ressemblait Émile Zola et de ce qu'était sa vie ? À moi, absolument pas. Alors, ce qu'était sa vie, ça m'intéresse parce que ça a un sens. Ses actions sont intéressantes parce que ça a un sens politique et son engagement en tant que journaliste donne du sens à ses écrits. C'était peut-être pas le meilleur exemple, Zola, mais... Mais la personne, si Émile Zola était vivant et qu'il avait une chaîne YouTube, je pense que ça m'intéresserait peu de le voir. Ça m'intéresserait beaucoup de l'entendre. C'est pour ça que je te donne une interview et que tu peux m'entendre. Mais ce à quoi il ressemblait, aucune importance. Je crois que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait le podcast. J'ai fait du podcast, un podcast et pas une chaîne YouTube, justement, parce que je trouvais que c'était plus intéressant comme ça et que c'était une bonne approche d'être obligé de décrire les images plutôt que de les montrer brutes. Oui. C'est pas mal. On va attaquer la partie interview proprement dite. Si je te demande quel livre tu offrirais à un photographe et pourquoi ? Alors, je pense que tes auditeurs vont penser que je suis terriblement narcissique, mais si j'offrais un livre, j'offrirais
un de mes livres, et plus particulièrement le manuel de photographie et d'éclairage, tome 1. Pourquoi ? Pourquoi pas parce que je pense que je suis quelqu'un d'extraordinaire et d'intéressant, mais parce que lorsque j'ai écrit ce livre, alors je te raconte en quelques mots, j'avais pas pour but au départ d'écrire des livres. Moi je suis photographe, même si j'ai été photoreporter et que j'ai écrit un nombre considérable d'articles de presse, j'avais pas prévu d'écrire un livre. Sauf que je me suis retrouvé à un moment de ma vie, aux alentours de 2014, à faire de la formation photographique pour des raisons totalement prosaïques, puisque c'est juste quelqu'un qui m'a demandé de lui enseigner. Je me suis rendu compte que j'adorais ça. Et au fil des années, tous les gens que j'ai rencontrés m'ont tous dit, bah écoute, Natalia, ça serait génial que tu nous donnes des références de livres à lire pour poursuivre et approfondir ce que tu nous as expliqué. Et donc moi j'avais mes vieux livres de photographie que j'avais au début de la fin des années 80, début des années 90, donc qui étaient essentiellement consacrés à la photographie argentique, ouais. Et donc des livres difficiles à lire pour nos contemporains. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé à la Fnac et sur Amazon et j'ai acheté je sais plus, une cinquantaine, une soixantaine de livres d'enseignement de la photographie, et je les ai tous lus et annotés. Et je me suis rendu compte que la plupart des livres n'approfondissaient pas vraiment les notions, que les auteurs passaient plus de temps à nous parler de leurs expériences personnelles, de leurs émotions et de leur façon de voir le monde plutôt que de leur technique, et que aucun livre n'abordait pleinement ce que j'avais envie de transmettre. Et donc je me suis lancé dans l'écriture de ce livre. Voilà, donc je l'ai écrit avec tout mon cœur, en mettant le plus d'informations possible, avec des plans, des schémas et des notions approfondies. Et voilà, et au départ, je pensais que ce livre, ça serait un petit livre à compte d'auteur publié à 200 ou à 300 exemplaires dans mon réseau d'élèves. Sauf que mes élèves ont lu ce livre, l'ont apprécié, l'ont partagé, et avant même qu'il soit imprimé, j'en avais déjà vendu plusieurs milliers. Et lorsqu'il a été édité, imprimé, ce chiffre, il a été multiplié par 3 ou par 4. Et des éditeurs étrangers, américains, allemands, m'ont proposé d'en acheter les droits. Et ce livre est devenu un best-seller, alors qu'il n'était édité que par moi, enfin par une petite maison d'édition que j'ai créée moi-même, qui s'appelle les éditions Victoria. Et en fait, ce livre est devenu un succès quasiment planétaire en très peu de temps. Quel effet a-t-il eu ? Il a eu l'effet que des tas de gens qui pensaient connaître la photographie et la maîtriser se sont rendus compte que derrière ce qu'ils savaient et ce qu'ils connaissaient, il y avait un continent. Ils étaient un petit peu comme Christophe Colomb, tu sais, quand il a découvert Cuba. C'est Haïti, pardon, excuse-moi. Quand il a découvert Haïti, il a cru qu'il avait découvert les Indes. Et ce sont d'autres grands découvreurs qui se sont rendus compte que derrière cette toute petite île, il y avait un continent. Eh bien, en réalité, dans ce que j'ai enseigné, en fait, dans ce livre, les gens se rendent compte qu'il y a un univers photographique, et notamment l'univers photographique de la lumière derrière tout ce travail-là. Et donc, ce livre a été un succès. Et donc, si je conseiller à un nouveau photographe ce livre, c'est justement parce que je pense que ce livre que j'ai écrit comme s'il avait été fait pour moi, c'est-à-dire le livre que moi j'aurais aimé trouver quand j'ai commencé la photographie au milieu des années 90, ce livre m'aurait fait gagner 10 ans. Et ces 10 années, maintenant j'ai 51 ans, ça fait que j'aurais avancé je serais au niveau auquel j'en suis aujourd'hui à l'âge de 41 ans, ce qui me ferait encore plein de possibilités, ce qui me rendrait très heureuse. Ce qui est la meilleure raison de faire les choses, en fait, c'est de les faire pour soi au final. Tout à fait. Je crois qu'il n'y a pas de recette miracle. Quand on fait les choses pour soi, on les fait très bien. Et si on les fait très bien pour soi, on les fait très bien pour les autres aussi. Je suis parfaitement d'accord avec toi. C'était intéressant. Je mettrai les liens. Je rajoute juste une petite notion. Ouais. Je l'ai écrit sans but de gagner ma vie avec. La plupart des livres sont écrits sous commandite d'un éditeur, dans un dessin qui est celui de le vendre. Moi, je l'ai pas fait pour être vendu, je l'ai fait pour être lu et intéresser des gens. Mais c'est la bonne méthode. Je mettrai les liens vers le livre. Je sais pas s'il est dispo sur Amazon ou sur.
ou à la Fnac. Je t'enverrai les liens. Bah, c'est très bien. Je les mettrai, je les insérerai dans l'article qui accompagnera le podcast. Si je te demande ce qui te fait déclencher. Là aussi, tu vas être déçu. Parce que. J'ai pas encore été déçu, donc tu peux pas dire là aussi tu vas être déçu. Tu vas voir. Ce qui a pu me faire déclencher pendant les 17 années où j'étais photoreporter, c'était la transcendance de l'émotion du moment où tu ressens qu'il se passe quelque chose et qu'il faut déclencher à ce moment-là. Puisque c'est ta profession, tu sais que tu as l'œil dans ton viseur, quelque chose se passe, une émotion profonde te prend aux tripes et tu sais que c'est ce moment-là qu'il faut prendre. Et c'est à peu près ce que Cartier-Bresson explique avec son instant décisif. Sauf que dans ma profession actuelle, qui n'est pas celle d'être photographe, mais celle qui est d'être créatrice d'images, c'est tout à fait l'inverse. En réalité, l'émotion, la transcendance, elle est tout à fait avant. Et le fait de déclencher, en fait, c'est parce que tout est en place. Le puzzle est définitivement créé. La dernière pièce vient d'être installée. Il suffit d'appuyer. Et donc, actuellement, c'est ça. Avant, c'était quelque chose de magique qui est de l'ordre de l'irrationnel, qui fait que une subjectivité secrète et liée à un inconscient mystérieux fait qu'on déclenche. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai fini le puzzle, j'appuie sur le bouton, ma photo est faite. Je crois que c'est ça que j'arrive pas à comprendre en fait chez les créatifs qui font des photos créées de toutes pièces, c'est que j'arrive pas à comprendre la perte de spontanéité du déclenchement. Je crois que tu viens de répondre à la question que je me pose le plus sur le process, en fait, la différence de process entre nous. C'est que pour moi, le déclenchement est un acte en soi et pas la fin d'un processus. Eh ben oui, en fait, c'est toute la différence. En fait, alors ce que je t'explique, j'en suis pas l'inventrice, hein, c'est le très célèbre, le très grand Jean-Paul Goude qui a inventé cette idée dans les années 70, puisque lui, il a commencé à définir l'idée de créateur d'images plutôt que celle de photographe, parce que on était à la comment dire, lui il vient de la publicité, et donc quand on fait une image, ça peut pas être un moment magique. C'est nécessairement l'aboutissement d'un processus qui a été d'abord un échange avec un client ou avec une boîte de communication, ensuite la création d'un mood board, ensuite le casting, ensuite le fait de déterminer une coiffure, un maquillage, un décor, un stylisme, etc. Donc nécessairement, le fait de prendre une photo, c'est l'aboutissement de ce travail-là, qui est exactement l'inverse de celui du photoreporter, qui est dans un lieu, dans un moment, et qui va sentir que c'est là l'instant décisif où il faut capter l'image. Donc ce sont deux visions différentes. Mais en réalité, comment dire, l'instant décisif du photoreporter n'est pas encore de la photographie, puisqu'il n'y a pas d'intervention sur la lumière. Il y a une adaptation de la lumière, on a fait une mesure de lumière, on a déterminé une exposition, on a déterminé un choix artistique qui va permettre d'avoir telle ou telle profondeur de champ, mais en réalité, tout cela, c'est le fait de subir la lumière. Il y a F16 de lumière en plein soleil, je règle mon appareil photo sur la base de ces valeurs-là. Le créateur d'image, c'est celui qui va dire, moi je me moque qu'il y ait F16 au soleil, moi je veux qu'il y ait F2 ou qu'il y ait F54, F54, ça n'existe pas, F32. Ouais. Voilà, donc c'est ça la différence en réalité. Si je te demande, c'est quoi être créatif ? Si je le savais, je le saurais tout le temps. Moi, je l'ignore. Être créatif, c'est pas quelque chose qui est persistant et permanent. Aucun créateur n'est un créateur en permanence. La création, c'est l'aboutissement d'un besoin vivant, vivace, d'exprimer quelque chose. Soit d'exprimer un amour immense, soit d'exprimer un dégoût immense. C'est quelque chose qui sort des tripes et qui vient de loin, et qui vient de souffrance, de brisure, d'un chemin de vie. Et personne n'est créatif ou créateur en soi. On le devient. Voilà.
donc l'idée globale de la plupart des gens, c'est que il y a d'un côté les gens du commun et de l'autre côté des créateurs. Alors plus ou moins géniaux selon comment on les voit et le moment de l'époque où on les voit. Par conséquent, les gens géniaux, les gens créateurs sont créateurs en permanence et les gens non créatifs, ils n'ont pas d'idées et les pauvres, ils n'en trouvent jamais. Et rien n'est plus faux. Rien n'est plus faux parce qu'en réalité, et c'est une des choses que j'analyse dans ma façon d'enseigner la photographie, c'est qu'en réalité, qu'on soit créateur ou pas, nous rêvons tous. La nuit, nos têtes sont pleines d'images, d'histoires, de peurs et de fantasmes. La question, c'est d'accepter de les mettre à jour, c'est-à-dire d'accepter de débrancher son hémisphère droit et son hémisphère gauche et de laisser libre cours à ce que nous cachons à nous-mêmes. Et après, le fait d'être créateur, c'est d'arriver à organiser les images folles qui viennent dans les rêves et de les faire exister en tant qu'images réelles. Voilà. Et tout le travail du créateur professionnel, ça va être de mettre de la technique, mettre de l'existence à des images folles. Voilà. Par exemple, vous devez parler de liberté dans une image. Et donc, vous allez travailler, moi, c'est ma façon de travailler. Par exemple, je travaille sur le sommeil alpha. Le sommeil alpha, tu sais, c'est la période qui précède l'endormissement. Tu t'allonges, pendant 5 à 10 minutes, tu penses à tes problèmes, le fait que tu n'as pas payé tes impôts, que tu dois déboucher le lavabo, je ne sais quoi. Pendant 3 heures, plutôt, moi. Ou plusieurs heures. Et après, pendant 5 à 10 minutes, ton cerveau divague. Et il divague sur les impressions, les images, les concepts, les problèmes que tu as eu dans la journée. Si tu t'endors en pensant à un problème créatif, par exemple la liberté, des images vont apparaître. Alors tu vas d'abord avoir les images qu'on appelle les poncifs, c'est-à-dire les évidences, la liberté, des oiseaux qui s'envolent dans le ciel, le vent qui souffle dans des voiles et tout ce genre de choses. Puis après, d'autres images vont venir. Et ça, ce sont les images intéressantes. Ce qui compte, c'est que tu te réveilles à ce moment-là, que tu écrives ou que tu dessines selon tes talents personnels ce que tu as vu. Et c'est ces images-là que tu vas pouvoir ensuite travailler comme de la terre glaise pour un potier pour en faire quelque chose. Et c'est ça être créatif, c'est un travail. C'est pas quelque chose qui vient tout seul, tout digérer, tout créer. Ce que tu es en train de me dire, en fait, c'est que les créatifs, c'est les gens qui sont capables d'organiser leurs rêves. Exactement. Tout à fait. C'est une très bonne définition. C'est la réponse, le contre-pied parfait de la question et de l'image qu'on en a finalement. Le créatif, c'est le plus organisé. Exactement. C'est ce que j'explique toujours en disant qu'il faut avoir de la technique, aussi bien de la technique photographique et de la technique d'éclairage, que de la technique en création. La création, ça s'apprend. Moi, je suis enseignante dans une école de direction photo où j'enseigne la direction de la photographie. Et justement, j'enseigne que en fait, toutes les techniques créatives, ce sont des techniques. Voilà. D'accord. Donc, on va organiser, créer. Du moment qu'il y a technique, c'est que il y a quelque chose derrière. Exactement. On va aborder le premier aspect de ta photo qui m'a marqué, qui est que tu proposes une photographie qui est souvent assez épurée. Ça m'a fait penser à cette phrase, je crois que c'est Picasso qui disait: la perfection, c'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, c'est quand il n'y a plus rien à enlever. C'est lui, je sais jamais qui. Je sais pas si c'est lui qui a dit ça, mais c'est exactement l'un de mes conducteurs dans ma façon de penser. Je crois que c'est. Après, le problème, c'est qu'on attribue souvent plein de citations à des gens qui les ont reprises. Donc, il y a des gens qui vont te dire que c'est Steve Jobs, mais qu'il a piqué à Picasso, qu'il a certainement piqué à quelqu'un d'autre. Mais voilà, bon, dans ma mémoire, en tout cas, c'est attribué à Picasso. La première question, c'est comment on fait déjà pour nettoyer son cadre de cette manière, même quand on contrôle pas tout dans son environnement. Mais en fait, justement, il faut essayer de tout contrôler dans son environnement. La façon de faire de la photographie, c'est justement, c'est ce que j'explique toujours, c'est avant de déclencher. Il y a une citation de Frank Orva, donc un grand photographe de mode des années 70, franco-italien, qui dit la chose suivante que j'adore, qui est: la photographie, c'est l'art de ne pas déclencher le bouton. C'est-à-dire que avant de photographier, il faut prendre le temps de voir ce qu'il y a dans la photo.
Et donc, par exemple, si on parle de photoreportage, de déterminer que, je sais pas, qu'il y a un élément en arrière-plan qui convient pas, je sais pas, un poteau de téléphone, un panneau de signalisation, je ne sais pas quoi, ce qui va faire qu'on va se déplacer à un autre endroit. Moi, dans mon cadre, puisque j'essaie de tout contrôler, en fait, justement, de déterminer qu'avant de déclencher le bouton, tout est à la bonne place. Je sais pas pourquoi je te dis ça, je me rappelle plus de la question. La question, c'était comment on fait pour nettoyer son cadre. Voilà. Quand Et on donc, contrôle pas son environnement. Justement, en fait, il faut commencer par voir. Et pour voir, il faut apprendre à regarder. C'est une chose que je fais souvent avec les gens. Tu sais, tu te retrouves dans une pièce où il y a, par exemple, 3 portes. Et puis tu fais ton cours, etc. Puis tu vas dans un autre endroit et puis tu poses la question, au fait, les amis, il y avait combien de portes dans la pièce où on était? Et le fait d'obliger les gens à prendre en compte l'essentiel des informations. Pourquoi je te parle de portes? Parce que les portes, ça permet de dissimuler des éclairages. Ouais. Et c'est tout ce qu'on fait au cinéma, en réalité. On va créer des zones, des espaces où on va pouvoir dissimuler des éclairages et créer une histoire. Donc le fait de regarder, le fait de décider comment on va épurer son image en disant ça sert à rien, et de se dire regarde, qu'est-ce que je veux te montrer? Une photo, je te montre pas 1000 choses, je te montre une chose. Une photo qui montre 1000 choses est une photo perdue d'avance. Ou alors il faut que ces 1000 choses concourent à en montrer qu'une. Et donc par exemple, je suis en train de te regarder, je vois ton intérieur avec ton piano, ton tableau à l'arrière-plan et un espèce de truc qui me montre que tu dois avoir des enfants qui dessinent sur un petit tableau noir. Oh oui. Et toutes ces informations-là, elles enlèvent beaucoup de choses à ce que tu es toi. Et donc, tout ça, il faut l'enlever. Et tous ces éléments-là, en fait, photographiquement, ils distrairaient le regard. En fait, il faut, c'est comme un magie, tu sais, le magicien, il monte sur la scène. Et par exemple, tu vois, c'est la célèbre méthode, tu sais, le magicien fait rentrer son assistante dans une grande boîte dans laquelle il va plonger des épées. Le but, c'est, on va te montrer ça pour te distraire de la réalité. C'est-à-dire, la réalité, c'est le double fond, les miroirs et tout le reste. Mais en réalité, en photo, c'est ça. C'est-à-dire disposer des doubles fonds, des miroirs et de tout faire pour les cacher, pour amener le regard à ne regarder qu'un seul endroit. Et c'est ça, supprimer des informations. Ce que tu viens de dire, en fait, c'est que des fois, on rajoute des éléments dans la photo en pensant qu'on va donner des informations sur la personne et qu'en fait, au final, tu dilues tellement l'attention à droite et à gauche que tu tues ta photo tout seul, quoi, alors que tu pensais lui apporter du contexte. Tout à fait. C'est beau. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est Franck Horvat qui disait qu'il faut choisir de ne pas appuyer. Ça résonne alors dans un tout autre domaine, puisque je l'ai dit assez fréquemment. Moi, je viens de l'immobilier d'entreprise. Parfait. Voilà, on n'est pas voilà, mais en tout cas, ça a été une bonne formation. Mais par contre, un jour, un client qui était un gros investisseur m'avait dit sensiblement la même chose. Il me disait, la question, c'est pas combien de fois tu dis oui, c'est combien de fois tu dis non. Tout à fait. Et tu vois, c'est la même chose dans tous les domaines. En fait, lui, il achetait des entrepôts concrètement. Et il me disait, pour un où je dis oui, il y en a 150 où je dis non. Et c'est la chose la plus importante du métier. Et en fait, ce que tu viens de dire, c'est exactement la même chose en photo. C'est pas combien de fois tu appuies sur l'objectif, c'est combien de fois tu n'appuies pas. Tout à fait. C'est assez sidérant de voir un parallèle entre ces deux mondes qui, pour moi, sont totalement opposés, quoi. Non, mais ça, on en reparlera à la fin quand on parlera de business, par exemple. Mais c'est vrai dans tous les cas de figure, c'est vrai dans toute la trajectoire humaine. Quand on est petit, on dit non et on a raison. Et après, notre cerveau se rend compte que c'est tellement plus facile et agréable de dire oui. Et on dit oui à tout. Et on dit oui à tout dans notre vie privée, dans notre vie professionnelle, et on se rend compte qu'en fait, on se perd. Et lorsqu'on crée une image, en fait, toutes les photos non prises sont des photos réussies. Et en réalité, quand tu regardes, alors ça c'est très intéressant et c'est une chose que j'explique souvent dans des conférences. Par exemple, j'étais allé voir une exposition, donc c'était une rétrospective Cartier-Bresson au Carrousel du Louvre au début des années 2000. Et tu sais, il y a une célèbre photo de Cartier-Bresson, tu sais, où tu vois un vieux monsieur qui regarde une inscription au mur où il y a marqué « Jouissez sans entrave ». Et
sur cette exposition, il y avait la planche contact de cette photo. Et pendant des années, je pensais qu'il avait fait une photo et que cette photo était juste exceptionnelle. Et en réalité, je crois qu'il y a une trentaine de photos qui ont été prises à cet endroit-là. Et en fait, il n'y en a que 2 qui tiennent la route et toutes les autres sont sans utilité. Eh bien, tu vois, même Cartier-Bresson aurait eu intérêt à ne pas presser le bouton sur ces photos-là. Et ça, c'est très intéressant pour tout le monde parce que on a tous l'impression que les grands photographes, tu sais, font des photos one-shot et que elle est exceptionnelle parce que c'est Cartier-Bresson, c'est Doisneau, donc la photo est exceptionnelle d'emblée. En réalité, et c'est une belle leçon d'humilité pour nous tous, et surtout, ça permet à tous de comprendre qu'on peut faire des photos exceptionnelles, c'est qu'on peut faire des photos exceptionnelles en attendant le bon moment. Voilà. Ah non, mais c'est... alors, le corollaire de ça aussi, et le vrai problème, je pense, que pas mal de monde a en professionnel, c'est que quand on se rend compte que même eux font 30 photos à l'époque de l'argentique pour en avoir une correcte, on tend à faire soi-même 30 à 100 photos de la même chose. Par contre, la différence, et ce qu'on ne voit pas dans ce que tu viens de dire, c'est qu'il a fait 30 photos, mais ce n'est pas 2 photos similaires à chaque fois. Ah, bien sûr. Il a fait 30 photos où il a bougé à chaque fois. Et moi, je vois assez fréquemment des photographes qui prennent 30 fois la même photo, identique, du même point de vue, et qui disent bon ben voilà, j'ai épuisé ma scène, alors qu'en fait c'est pas ça, épuiser sa scène. Épuiser sa scène, c'est tourner autour, c'est se dire qu'est-ce que je peux faire de mieux. C'est un vrai j'ai le dernier épisode qui a été diffusé avant toi, c'est Oliver Sayard, qui est un photographe de mariage, et qui disait à un moment la vraie difficulté, c'est que quand tu commences à fatiguer, alors c'est spécifique, c'est plus spécifique aux photographes de mariage, même si ça va se retrouver ailleurs, c'est que tu es sur une journée entière où tu vas bosser 12 heures, et à un moment tu es fatigué, tu repasses en mode par défaut. Et le mode par défaut, pour tout le monde, je pense que c'est shooter, et pas avoir la réflexion permanente de se dire qu'est-ce que je peux faire d'autre là, parce que tu es fatigué, que mentalement, t'as plus la bande passante pour. Et du coup, il n'y a pas le côté intentionnel permanent que tu devrais avoir en réalité en photo. Oui, mais je pense que ça, c'est une histoire de formation. Je vais t'expliquer pourquoi. Les photographes de mariage, je les connais pas mal parce qu'il y en a pas mal qui passent dans mes formations. Ouais. Et je sais que on va faire le parallèle entre le reportage de mariage et le reportage de presse. Sur le reportage de presse, nous, ce que nous enseignaient nos profs ou les anciens collègues, les collègues qui avaient de la bouteille, c'était justement de s'économiser et de pas prendre 1 milliard de photos. Bon, déjà, moi, c'était à l'époque de l'argentique, donc nécessairement, on n'avait que les pellicules qu'on avait emportées avec nous. Mais justement, la tradition, c'était justement, quand tu sens que tu es fatigué, prends ton temps, regarde. Tandis que les photographes de mariage, eux, ils ont intérêt à vendre beaucoup de photos. Donc, ils ont intérêt à en prendre beaucoup. Donc, du coup, ils en prennent énormément, mais pas énormément d'intéressantes. Et je pense que, si moi j'avais un message à leur dire, à leur transmettre, c'est celui-là. C'est, au contraire, ne prenez pas beaucoup de photos, prenez les bonnes photos et économisez-vous de manière à être frais au moment, avoir l'esprit ouvert au moment où il va se passer quelque chose. Parce que lorsque vous réunissez des gens, a fortiori des gens qui vont commencer à boire et être de bonne humeur, il va se passer 1 million d'histoires. Prenez votre temps, déclenchez au moment où il se passe quelque chose. Faut être alerte, faut rester alerte au bon moment, quoi. Alors, si on continue sur la simplicité du cadre, ce que j'ai noté, parce qu'il y a des vidéos sur ton site qui montrent les coulisses de certaines images, c'est qu'on ne voit pas toujours le travail titanesque derrière quelque chose qui a l'air très simple au final. On a l'impression que parce qu'il y a peu d'éléments dans la photo, finalement, elle n'a pas été si compliquée que ça. Et quand on voit le boulot qu'il peut y avoir dans certains cas où tu as carrément créé une maison, dans ton studio pour un shooting, où tu as créé une horloge, où tu as créé un avion, et on parle d'équipe, on parle de vrais professionnels, pas d'amateurs qui vont bricoler des choses, c'est vraiment des gens qui font des trucs, c'est un vrai boulot, quoi. Moi je vois des fois des photographes qui hésitent à engager une maquilleuse à qui ça fait peur, et toi je te vois te lancer dans ce genre de choses là. Ça, j'aimerais bien justement aborder cet aspect là. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que ce que je vais t'expliquer, c'est
Par exemple, tu as parlé de l'horloge. Donc là, c'est une photo où on voit l'intérieur d'une horloge qui pourrait être, je sais pas, l'intérieur de Big Ben, par exemple, ou ce genre de choses. Pourquoi on a construit cette horloge plutôt que d'aller à Big Ben? Parce que, après tout, c'est un endroit qui doit pouvoir se louer, où on doit pouvoir aller. C'est précisément ce que je me suis demandé quand je t'ai vu construire une baraque. Je me suis dit, tu dois pouvoir trouver une baraque où tu as ce qu'il y a et c'est plus facile de la vider, quoi. Je suis bien d'accord, sauf que c'est le problème qu'on rencontre au cinéma. Pourquoi au cinéma construit-on des décors? Après tout, la plupart sauf lorsqu'on va sur la Lune ou qu'on construit un vaisseau spatial, la plupart des décors de cinéma, ce sont des appartements, des maisons, des châteaux, je ne sais quoi. Mais à cause de la lumière. Parce que pour trouver un appartement ou une horloge ou ce qu'on voudra, ou un avion, où on pourra placer les éclairages aux bons endroits, avoir les bons axes où on va pouvoir prendre les photos sans installer comment on appelle ça, des échafaudages gigantesques, c'est très compliqué. Et en fait, c'est beaucoup plus simple de construire le décor plutôt que d'aller à Big Ben et de demander la possibilité de casser un mur pour pouvoir y installer des éclairages. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que alors ça, tu en as pas parlé encore, mais moi, j'ai choisi de ne jamais employer de retouches informatiques à mes photos. Et donc, de faire des photos qui vont évidemment dépendre d'un développement avec Lightroom ou Capture One, mais qui ne vont pas être retouchées. Donc, ça signifie qu'il va falloir que la lumière soit parfaite et placée exactement au bon endroit et que j'ai la distance parfaite pour avoir la photo que je veux. Donc, la seule solution, c'est de construire un décor. Et enfin, la dernière partie, c'est moi, je suis photographe publicitaire et de mode, et donc on fait des catalogues. Et parfois, par exemple, sur la photographie de l'horloge, c'était pour une publicité pour des montres, et il fallait montrer plusieurs photos. Et donc, plutôt que de reconstruire, de refaire avec Photoshop ou je ne sais quoi l'univers dans lequel je voulais faire évoluer mes modèles, c'était plus simple de faire construire le décor. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a une équipe de décorateurs au studio qui construit ces choses-là. D'accord, mais en termes de coût, c'est pas... c'est cher et pas cher à la fois. En réalité, c'est cher parce que comparé aux investissements que peuvent faire la plupart des photographes en matière d'investissement photo, ça paraîtrait colossal. Mais dans ma profession, ce sont des petits investissements de l'ordre, je sais pas, de 10 à 15 000 euros, quoi. D'accord. Et ça devient quoi à la fin? C'est démonté et rangé dans les hangars qui composent le studio, qui commence à être un peu complet en ce moment. D'accord. Et du coup, ça resserre de temps en temps ou pas? Parfois, ça resserre. Parfois, c'est démonté pour faire d'autres choses. Parfois, c'est démonté juste pour récupérer les matériaux. C'est hyper intéressant en tout cas de voir qu'on peut se lancer dans ce genre de choses aussi. Je mettrai les liens vers les vidéos parce que moi je suis resté devant et je me suis dit est-ce que je vois vraiment ce que je suis en train de voir? Parce que c'est tellement... Je m'y attendais vraiment pas en fait à tout ça et à me dire il faut aller tellement loin des fois pour faire une image. Encore une fois, on est très très loin de ma pratique à moi qui est de capturer ce qui arrive devant moi. Tu l'as littéralement créé. Quand tu parles de créer une image, c'est vraiment là à tous les niveaux, quoi. Mm-hmm. Et j'aime bien cette approche, par contre, de dire je veux pas retoucher exagérément. On développe, mais développer et retoucher, c'est effectivement pas la même chose. Je veux pas retoucher du tout. Non, mais c'est tout bête, mais le temps que tu gagnes, effectivement, je comprends l'investissement aussi financier parce que au final, tu le retrouves aussi dans le temps de retouche qui peut coûter aussi très très cher quand tu es obligé de faire appel à des boîtes spécialisées, à des retoucheurs professionnels, parce que là, on parle de publicité, donc c'est un vrai métier de retoucher ce type d'image. Et effectivement, tout à fait d'accord. Et en fait, alors ça, on en parlera peut-être à un moment, mais la plupart des grands studios de mode français et internationaux fonctionnent de la manière suivante. On prend peu de temps pour l'éclairage, la mise en situation, et après, tout passe après sur de la retouche, et il y a énormément de retouches. Ce qui fait que ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent aux studios, notamment des studios avec lesquels je travaille, qui est en Suisse. Eux, ils ont une équipe de 12 retoucheurs dedans. Sachant qu'un retoucheur en France, un bon retoucheur, le salaire minimum de départ, c'est 3 500 € net par mois. Tu fais le compte, alors imagine en Suisse.
Nous, le studio, on a choisi de l'implanter à Montpellier. Ça veut dire que pour exister et se placer au même rang que les grands studios internationaux, il faut qu'on ait une particularité et une qualité. Alors, la qualité, on l'obtient par la lumière, l'éclairage et un vrai travail là-dessus. Et l'originalité, on l'a sur le fait que nous, nos photos sont livrées immédiatement. Elles ne passent pas par la retouche. Et c'est une chose à laquelle les entreprises de mode sont très sensibles, puisque la plupart des photos désormais, elles sont photographiées et envoyées immédiatement sur les catalogues pour être vendues et achetées. Et ça, c'est la première raison. Et puis la deuxième, c'est que je déteste être seul derrière un ordinateur. Moi, j'adore le temps passé avec mon équipe, les coiffeurs, les maquilleurs, les modèles, le fait qu'on s'amuse et qu'on passe des moments extraordinaires. Et je déteste les moments d'être seul derrière mon ordinateur. C'est un des trucs que j'aime dans la photo argentique, c'est que tu fais tes photos, tu les envoies et elles reviennent et c'est tout. Oui, et c'est bien. C'était chouette et c'est ce que je retrouve et c'est ce que c'est ce qui me permet de justifier le coût de l'argentique justement aujourd'hui. C'est de dire, en fait, je peux me concentrer sur faire des photos et pas sur les rendre belles après. Je suis d'accord. Et j'ai fait une formation il n'y a pas longtemps avec Ian Weldon, qui est un photographe de mariage anglais assez barré. Enfin, si vous connaissez pas son travail, allez regarder parce que c'est vraiment très particulier. Et en fait, dès qu'on devait envoyer nos photos, et dès qu'il y en avait une en noir et blanc, il disait pourquoi en noir et blanc. Alors c'est un anglais. Et il m'a sorti cette expression que j'ai beaucoup aimée: If it's shite, go black and white. C'est si ta photo est merdique, mets-la en noir et blanc et elle deviendra belle comme par magie. Et j'ai trouvé ça assez génial et assez. D'ailleurs, maintenant, j'ai vachement de mal à passer sur des photos en noir et blanc parce que j'ai toujours l'impression de rattraper un truc que j'ai mal fait en fait. Ah, mais tu as raison parce que le noir et blanc, la couleur, ce sont des stratégies différentes et des compréhensions différentes des choses. Et la plupart des gens qui mettent leurs photos en noir et blanc, c'est parce qu'il leur manque en général la connaissance de la notion des harmonies de couleurs. Comme ils ont des problèmes d'harmonie de couleurs dans leurs photos, la photo n'est intéressante qu'en noir et blanc, bien contrastée en général. Ça tombe très bien que tu aies dit ça parce que ma question suivante est sur les couleurs et justement ta gestion des couleurs. Moi, encore une fois, j'ai toujours le biais du photographe de reportage qui compose avec ce qu'il a sous la main et régulièrement, je vais tomber sur des situations au flash où je pourrais apporter beaucoup plus si j'avais une vraie maîtrise de la couleur, notamment des flashs et tout. Toi, tu as des photos qui sont soit construites sur la couleur d'un élément, un arrière-plan, des décors, carrément, tu vas maquiller quelqu'un. Je crois qu'il y a une photo où il y a un des mannequins qui est tout en bleu. Donc ça, vu ce que tu viens de me dire, j'imagine qu'elle est peinte en bleu et que c'est pas de la retouche. Non, pas du tout. Elle est éclairée avec une gélatine bleue. D'accord. Donc voilà. Enfin, en tout cas, il y a que c'est fait. Donc il y a une vraie gestion de la couleur. Il y a une vraie maîtrise technique aussi de ça, parce que pour avoir déjà essayé sans maîtriser, on se retrouve vite en gérant des flashs de couleurs différentes avec des images totalement cramées et pas très réussies, pour le dire gentiment. Comment est-ce que tu décides déjà si tu ajoutes de la couleur, comment tu l'ajoutes, comment tu choisis les thèmes et comment tu vas finalement créer une ambiance avec tout ça? Parce que c'est ça au final. En fait, c'est très simple. Je te parlais de la technique artistique. La technique artistique, il y a une des techniques qui est les harmonies de couleurs. Et donc, tu sais que une couleur ne va pouvoir fonctionner qu'avec un ensemble d'autres couleurs sur la base des harmonies monochromes, camailleux, adjacentes, triades, complémentaires, tétrades, etc. Une fois que tu as compris ça, tu sais que, par exemple, tu as une modèle qui arrive, elle est rousse. Elle est roux flamboyant, donc une couleur rouge orangé. Tu sais que, déjà, tu peux faire du noir et blanc. Mais ça, on va l'enlever tout de suite. Tu sais que tu vas pouvoir faire plusieurs choses. Premièrement, tu vas pouvoir faire un monochrome. Donc, tu vas mettre ton modèle, tu vas lui mettre une robe rouge-orangé, tu vas la mettre devant un fond rouge-orangé. Deuxième possibilité, tu vas pouvoir te dire, ma modèle aux cheveux roux, je vais pouvoir l'habiller avec une robe turquoise, qui est la complémentaire, et la mettre devant un fond turquoise. Je peux aussi décider que je vais l'habiller avec une robe turquoise et la mettre devant un fond vert, parce que là, je serai en harmonie d'adjacente. Je peux décider que je vais mettre du violet, donc je vais mettre un foulard violet, donc il me faudra du violet, du jaune, du rouge, du jaune et du vert, etc., etc., etc. Donc ça, c'est les harmonies.
Donc une fois que tu les connais, et c'est facile à apprendre, allez, en 10 minutes je t'apprends ça. Ensuite, il va falloir qu'il y ait une hiérarchie entre ces couleurs. Il ne faut pas que toutes les couleurs prennent la même place dans l'image. Donc ça va aboutir à un choix de cadrage. Le cadrage, dans la plupart de la tête des gens, c'est quelque chose de magique. Il y a ceux qui savent cadrer, qui voient où il faut placer les masses, et ceux qui savent pas. Ben, c'est pas vrai, c'est juste une représentation de la quantité de couleurs dans l'image. Si j'ai par exemple ma modèle qui est aux cheveux roux avec sa robe turquoise, ben je vais donner par exemple la primauté à la couleur de cheveux, donc je couperai la robe très haut, ou bien je vais donner la primauté à la robe turquoise, et donc je vais couper la robe de manière à ce qu'elle occupe une place plus importante que la couleur des cheveux. Et ensuite, il y a une règle qui est celle de la saturation. Si ma modèle a les cheveux rouge orangé très saturés, je ne peux pas lui mettre une robe turquoise pastel. Et tout ça, en fait, une fois que tu as compris comment tout ça s'organise, c'est toujours la même chose. Tu pars de quelque part, tu déroules ton fil, et ça va te permettre d'aboutir à une image qui techniquement sera réussie. Et on en revient à ce que tu disais tout à l'heure sur l'histoire des photocopieurs. Je crois que le truc le plus abouti que j'ai fait avec des flashs de couleur, c'est un flash jaune, un flash violet en backlight avec un couple devant. Et voilà, je crois que c'est le plus complexe que j'ai fait avec des flashs de couleur jusqu'à maintenant. J'ai une petite question que tes auditeurs, surtout ceux qui me connaissent, vont apprécier. Est-ce que tu utilises un flashmètre ? Non. Eh ben voilà. Non, j'en ai un, mais je ne sais pas m'en servir, je t'avoue. Bah écoute, je t'enverrai un lien, tu pourras apprendre à utiliser. Je suis curieux de voir ça. D'une de mes vidéos. C'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, c'est que des fois on a l'impression de connaître. Moi, tu me demandes est-ce que je sais me servir d'un flash ? Oui, techniquement, je sais me servir d'un flash, mais il y a plein de choses que je sais pas faire avec un flash aussi. Et c'est fou de réaliser ça, en fait. Non, mais ce que j'essaie de te dire, c'est que utiliser un flash sans utiliser un flashmètre, c'est aussi absurde que de partir à la découverte de l'Amérique en bateau sans avoir une boussole. Ouais. C'est-à-dire que tu finiras nécessairement un jour ou l'autre, toi ou ton cadavre sur ton épave, à arriver sur les côtes américaines. Mais si tu veux y aller vite, y aller bien, y aller de manière professionnelle, tu as intérêt à utiliser une boussole. Ouais. Et le flashmètre, si tu l'utilises et que tu sais, que tu le mets en place, tu vois que ta lumière, tu la places, tu sais que tu as besoin de telle exposition, tu vas mesurer avec ton flashmètre la valeur dont tu as besoin, tu vas donc régler le flash en conséquence et tu auras ta photo. Et lorsque tu vas utiliser tes gélatines, selon des règles de perte d'information de lumière en fonction des gélatines utilisées, bah, tu vas te rendre compte que tu sais que tu dois mettre ta gélatine qui doit être mesurée à f4 à droite et à f5,6 à gauche, et tu auras ton harmonie de couleurs parfaite dès la prise de vue. C'est juste de la technique. Oui, mais la technique, ça te fait gagner 1 heure, quoi. Ça te fait gagner 1 heure ou 6 mois. Non, mais c'est intéressant. Moi, j'ai tendance à y aller à l'œil, mais effectivement... Mais ton œil, il n'est pas équipé d'un outil de mesure. Et quand tu travailles en numérique ou en argentique ? En numérique. En numérique. Donc, quand tu valides la qualité de ta photo, tu regardes quoi ? Tu regardes l'écran de ton appareil photo. Sauf que c'est pas ta photo que tu vois sur ton écran d'appareil photo, c'est l'aperçu JPEG de ta photo. Et quand tu regardes ta photo sur ton Lightroom ou ton Capture One, tu vois bien que c'est pas la même photo. Ouais. Si tu veux être sûr d'avoir une bonne photo, que tu travailles au flash ou en lumière continue, il va falloir que tu la mesures. Et après, si tu approfondis les choses, tu verras que ton capteur numérique, il est bien meilleur lorsque tu le surexposes. Et que tu le surexposes une quantité de lumière déterminée, qu'on appelle l'optimisation, et que les Américains appellent le calage à droite, et que cette surexposition, si elle est de plus 1,3 diaphragme, elle est parfaite. Et que ça te donne des résultats inouïs dès la prise de vue. Et donc, ce temps que tu passes à la mesure de lumière, qu'il s'agisse de mesure de lumière du soleil, ou etc., ou que tu mesures quelque chose de loin. Enfin, moi, je me rappelle quand j'étais reporter, ça m'est arrivé de me retrouver sur les marches du Festival de Cannes, tu sais. Et il y avait toujours le premier reporter qui était arrivé avec son spotmètre et qui avait mesuré. Alors, sur les marches du Festival de Cannes, il y a un endroit, il y a une espèce de mur en béton. Ouais. Ce mur en béton, il sert de référentiel à tout le monde. Parce que c'est la même lumière qu'on va avoir quand les stars vont monter le tapis rouge. Et donc là, qui avait mesuré et qui te dit, j'ai mesuré F11. Et on savait que la pondération
de cette zone-là, ça nous donne, c'est un gris neutre quasiment. Donc on faisait notre optimisation, donc on savait qu'on devait se régler à f7.1. Et donc on était tous réglés à f7.1. Mais en fait, c'est cette technique qu'on utilise toujours en photoreportage. Et on a toujours des photos parfaitement exposées. Il n'y a pas d'erreur. Et du coup, tu perds pas de temps à les rattraper derrière. Ça fait gagner un temps fou. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant comme approche. Et effectivement, encore une fois, c'est un peu le biais de la photographie numérique où on a tendance à se dire qu'on pourra tout rattraper avec les fichiers RAW. Ben oui, mais non. Et finalement, des fois, on pourrait shooter en JPEG et gagner beaucoup, beaucoup de temps et se contenter d'envoyer la péloche à développer, récupérer, puis c'est réglé, quoi. Ben oui, mais sauf que, alors là aussi, c'est difficile de montrer à l'oral, mais si je te montrais 2 images, une exposée selon la méthode que je t'ai expliquée, donc de l'optimisation à +1,3, bien faite, c'est-à-dire en mesurant l'endroit où il y a le plus de lumière, et qu'on regardait les zones sombres de l'image, on verrait que dans la méthode que je te propose, on a une qualité, une onctuosité dans les zones sombres juste merveilleuse, et que les zones claires, on va pouvoir les développer pour les assombrir, pour retrouver de la matière, et que ça va être intéressant. Je pourrais en plus te montrer qu'en développant d'une certaine manière, alors les techniciens qui m'écoutent comprendront, en développant sur la base d'une courbe linéaire, qu'on a une qualité graphique juste exceptionnelle, et que c'est quelque chose qu'on obtient en 1 seconde. Tandis que ceux qui vont se baser sur leur écran d'appareil photo, ils vont passer 10 minutes à essayer de rattraper leur noir, leur blanc, ils auront un grain pas terrible dans certaines zones et ils auront une qualité graphique pas géniale. Je ne vois pas de quoi tu parles. Du coup, tu parlais des ombres. C'est bien, tu anticipes toutes mes questions. J'avais la même question sur les jeux d'ombres, en fait, où parfois les ombres sont plus importantes que la lumière dans certaines de tes images. Parce qu'en éclairage, ce qui compte, c'est l'ombre, c'est pas la lumière. C'est ce que tu montres pas plus que ce que tu montres. Bien entendu, la lumière, elle n'existe que par l'ombre. On est d'accord. Ouais. Si j'ai un élément éclairé pareillement dans tous ses aspects et qu'il n'y a pas d'ombre, je perds tous les volumes, je perds tout le modulé, je perds toutes les informations qui vont me permettre à moi, être humain qui voit en 4 dimensions, de comprendre une image en 2 dimensions. Donc, il va falloir de l'ombre. Donc, le travail du photographe, c'est de placer ses ombres. De placer ses ombres, ses pénombres, ses ombres propres et ses ombres portées. Et en fait, tout ce travail-là, qui est une compréhension profonde de ce qu'est la lumière, de comment elle va se manifester et de comment on va la transformer, et surtout de comment l'aspect de la lumière, sa quantité, sa qualité, son contraste, sa couleur, son angle, etc., vont faire ressentir quelque chose qui est de l'ordre de l'humain. Lorsque tu regardes une lumière latérale, diffuse, orangée, ton cerveau reprend des éléments de la compréhension du monde qui est celle de l'aube ou du crépuscule, c'est-à-dire un moment où les ombres se discernent plus. Lorsque je te mets une lumière zénitale dure avec des ombres marquées et pas de pénombre, tu es placé au soleil, à midi. Mais en fait, en réalité, tout ça te plonge dans un état de conscience qui est celui que tu ressens à ces moments du jour et de la nuit. Et donc, avec tout le background culturel qu'il y a derrière, le soleil, c'est Dieu, c'est la vie, c'est la clarté, c'est la vérité, c'est le plaisir, c'est le bonheur. La pénombre, c'est le moment du diable, c'est le moment où les choses se transforment, où existe le mal. Et en fait, le jeu entre l'ombre et la pénombre et son placement vont faire que tu vas ressentir telle ou telle chose. Et c'est tout le travail du photographe qui est d'essayer de te faire ressentir telle ou telle émotion. On va loin là. Non, je vais pas loin du tout. Et là, je te ramène à un excellent livre que je suis en train de relire, qui est le livre d'Henri Alcan, Henri Alcan, qui est le grand directeur de la photographie du cinéma français des années 40, 50, 60, de Jean Cocteau, de Julien Duvivier, etc. Ce livre s'appelle Des ombres et des lumières, des lumières et des ombres, pardon. Et ce livre explique exactement ça. Comment, par la compréhension profonde des ombres et des lumières, on va te faire ressentir telle ou telle chose à l'écran, ce qui va faire que le film va te prendre aux tripes et te raconter un univers. Non, mais on croit qu'on maîtrise et puis en fait, voilà, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Si on parle du côté graphique de tes images, t'es très très graphique, hein, on va pas se mentir. Des fois,
enfin, je suis tombé sur certaines images, je me suis dit, c'est marrant, t'as utilisé un grand angle, par exemple, qui est a priori, dans ce que tu fais, une focale assez contre-intuitive. J'ai une image en tête en particulier qui est un modèle prise d'en bas avec un immeuble derrière qui est comment l'expliquer? Non, évidemment, je la retrouve plus. C'est un modèle pris d'en bas. Il y a un immeuble derrière avec une forme un petit peu qui me fait penser à l'immeuble, tu sais, de Créteil, les choux là. Ouais. Avec des balcons qui ressortent et ça fait comme une fleur en fait, un immeuble enfin qui fait une fleur en fait derrière de béton. La photo est prise d'en bas, il y a un côté très grand angle qui est pas la focale évidente quand on dit qu'on fait de la photo d'art, quand on dit qu'on fait de la photo de portrait. Enfin, c'est vraiment pas Enfin, si tu suis les règles, je mets des grands guillemets sur les règles qu'il faut respecter à tout prix. T'es pas dedans du tout. Et la question justement, c'est comment tu décides ces règles, d'en faire abstraction, de les casser, de les briser, de les fracasser, de les taper à coups de masse, peut-être. Alors, je vais essayer de te répondre. Alors, je vais te répondre de deux façons. Bon, la première, c'est que quand je suis arrivé à la photographie, j'y suis arrivé pour des mauvaises raisons, puisque j'y suis arrivé par amour en réalité. Puisque je suis devenu photographe en faisant un faux CV pour entrer à la maison de la radio, pour rejoindre mon ami qui travaillait à Radio France à l'époque. Je connaissais rien à la photo, absolument rien. Et donc pour m'exercer, j'ai acheté un appareil photo. Je suis allé à la Fnac des Champs-Élysées et en fait j'ai acheté un appareil photo sans rien y connaître. Et donc j'ai pris celui qui me paraissait le plus joli et qui était dans mes prix. C'était un Sigma. Et j'ai choisi l'objectif qui me paraissait le plus beau, et c'était un 17 mm. Donc j'ai commencé la photographie, puisque moi en fait mon job à la maison de la radio c'était de faire du portrait. Bon heureusement c'était pas avec cet appareil-là puisqu'on m'en prêtait un, mais je me suis exercé pendant des années au 17 mm. Et je n'ai fait des photos et je ne continue à faire des photos que au 17 mm. Donc que au grand angle. Voilà. Donc ça, c'est ce qui m'a amené aux choses. Et pendant des années, tous mes collègues me disaient, mais enfin, Natalia, t'es tarée, on fait pas des photos au grand angle. Enfin, des photos de portrait au grand angle. Et moi, très naïvement, j'ai toujours posé la question, mais pourquoi? Mais pourquoi donc? Et en général, on me répondait, bah, c'est parce que c'est comme ça. Mais heureusement, j'ai approfondi, j'ai appris, et je me suis rendu compte que cette idée, elle vient du fait que dans les années 30, on a théorisé le fait que pour maintenir une perspective homogène correspondante à celle du regard humain en vision binoculaire à 24 degrés, il fallait se placer selon le cadrage, selon la focale, à une certaine distance. Par exemple, on peut très bien faire du portrait au 17 mm, mais selon le cadrage et selon la distance, il va falloir se placer à une certaine distance. Les gens ont oublié juste le selon. Exactement. Et donc, en fait, c'est toujours pareil. C'est pour ça que tout à l'heure, on va parler des règles. En photographie et dans les arts, il n'y a aucune règle. Les règles, c'est bon pour la comptabilité, c'est bon pour le code de la route et c'est bon pour les lois du code civil. L'art n'a rien à faire des règles. Lorsque Vincent Van Gogh décide de peindre des soleils qui éclatent, enfin des étoiles qui éclatent comme des soleils ou des galaxies au ciel de Montmartre, il montre ce qu'il a envie de montrer. Et effectivement, tous les critiques et les mauvais peintres de l'époque ont dit « mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce barjot ?» Et quand j'ai commencé à faire des photos au 17 mm, donc à la fin des années 90, tout le monde me disait « mais c'est quoi cette folle ?» Maintenant, tu regardes l'intégralité des photos de mode photographiées, notamment présentées dans les grands magazines classiques tels que Harper's Bazaar, Vogue, etc. Tout est fait au grand angle. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le grand angle permet une puissance de perspective qu'on n'a jamais dans aucun autre cas. Et donc, si tu regardes plus attentivement mes photos, tu verras qu'elles sont toutes prises au grand angle et la perspective va paraître plus ou moins manifestement biaisée, tronquée et très angulaire, selon que je suis près ou loin. Et c'est ça qui va donner l'impression de grand angle. Voilà. C'est terrible. Nos amis photographes, surtout les amateurs, surtout ceux qui sont dans des clubs, ils vivent dans un univers complètement carcéral.
On leur explique que il faut placer les sujets au tiers parce que il faut que les horizons soient horizontaux parce que il faut que la photo ne soit pas cramée parce que. Sauf qu'on leur explique que jamais rien et jamais les choses essentielles. Et je vais t'expliquer une petite notion que j'aime bien théoriser sous le terme de théorie, le théorème du singe. Dans les années 50, les Américains qui faisaient plein d'expériences de psychosociologie ont décidé d'essayer de comprendre un truc et notamment ont enfermé 10 chimpanzés dans une pièce. Les 10 chimpanzés sont enfermés dans une pièce fermée dans laquelle il y a une échelle. En haut de l'échelle, il y a un régime de bananes. Et en haut du régime de bananes, il y a un système de douche qui fait que lorsqu'on monte, on se fait doucher avec de l'eau très froide. Et les chimpanzés détestent l'eau froide. Donc évidemment, les chimpanzés, qu'est-ce qu'ils font ? Leur première idée, c'est de monter pour attraper les bananes. Donc ils montent, ils se font doucher, ils redescendent sans banane et après, aucun ne monte. On refait l'expérience et on fait rentrer un nouveau singe qui ne connaît pas l'histoire et qui n'est pas du tout au courant du fait qu'il y a une douche en haut des bananes. Et donc, qu'est-ce que font les autres singes ? Ils empêchent le chimpanzé de monter pour attraper les bananes avec des cris en lui disant « surtout ne monte pas ». Et au fur et à mesure, on remplace tous les singes, les uns après les autres. Et à la fin, il ne reste que des singes qui n'ont jamais été douchés et qui ne montent pas attraper des bananes sans savoir pourquoi. Les photographes, c'est souvent comme ça. Lorsqu'on leur dit « les horizons ne doivent pas pencher », est-ce que tu sais pourquoi il ne faut pas faire pencher un horizon, toi par exemple ? Parce que là, ça fait des photos plus clean. Non, c'est pas la raison. Maintenant, imagine-toi, tu es au bord de la mer, tu regardes l'horizon et tu penches la tête. Comment vois-tu l'horizon ? Penché. Non, tu vois l'horizon horizontal. Ton cerveau reconstruit la réalité et voit toujours les choses telles qu'il sait qu'elles sont. D'accord. Et lorsque tu penches la tête, que tu regardes l'horizon de la mer, tu vois toujours l'horizon horizontal, tu ne le verras jamais penché. Et donc, on a théorisé cette idée en disant, puisque nous voyons les choses comme ça, il faut les présenter comme ça. Sauf qu'en réalité, et c'est l'immense honneur de l'art photographique, c'est de pouvoir te montrer quelque chose que tu ne verras jamais. Et lorsqu'on présente un horizon penché, on va pouvoir te montrer une situation de déséquilibre. Et donc, présenter un horizon horizontal, c'est montrer une situation d'équilibre, une situation où les choses vont bien. Présenter un horizon déséquilibré, c'est montrer une situation de déséquilibre, de souffrance, de doute, d'inquiétude. Donc, c'est une méthode photographique, comme la règle des tiers. La règle des tiers, c'est pas une règle, c'est une méthode de composition, parmi 55 autres méthodes de composition. Alors, pourquoi je dis 55 ? Parce que Ernst Gombrich, qui est un des grands historiens de l'art, a théorisé qu'il y avait 55 méthodes de composition, parmi lesquelles la règle des tiers. Donc c'est pour ça qu'il faut que les gens disent non pas règle, mais méthode des tiers. En général, ils accompagnent le mot règle par mais il faut apprendre les règles pour pouvoir les briser après. Ce que personne ne fait jamais derrière. Mais c'est pour pas les briser, c'est pour les comprendre, pour comprendre que c'est une méthode qui va susciter un certain sentiment. La méthode du nombre d'or va susciter un autre sentiment. La méthode de la spirale de Fibonacci va susciter un autre sentiment, etc., etc. J'aime bien l'idée de les appeler méthodes plutôt que règles, en fait. C'est beaucoup plus clair et ça pose beaucoup moins de limites, en fait. Exactement. C'est pas mal. Ça rend les gens plus libres. C'est pas mal comme approche. On a parlé beaucoup de techniques. On n'a pas parlé d'un truc essentiel qui est de faire poser les gens et de communiquer avec ces modèles. Et je crois qu'au final, en fait, le plus important, ça reste ça, même s'il y a la technique, même s'il y a la mise en place, même s'il y a la construction, même s'il y a la réflexion. Si tu fais une photo sans vie derrière, tu auras beau avoir fait le plus beau travail du monde, ça se verra pas. Et ça, j'aurais bien aimé qu'on en parle, même dans le sens où c'est parfois les photos les plus simples qui sont les plus fortes, en fait. Mais je suis bien d'accord avec toi, mais en fait, pour revenir au début de ta question, le plus important, c'est de communiquer avec le modèle. Et moi, ce dont je me rends compte en regardant les gens travailler avec des mannequins, c'est qu'ils ne communiquent pas avec le modèle. Ils communiquent avec leur appareil photo. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tellement peur de rater leur image, ou ils ont tellement besoin d'être rassurés en regardant ce qui apparaît au dos de leur appareil photo, qu'ils interagissent avec leur appareil photo, en changeant le réglage, etc., plus qu'en interagissant avec le modèle. Et justement, la technique, c'est tout ce qui te permet de te débarrasser de la technique. Une fois que tu sais que ta lumière est parfaitement placée, parfaitement mesurée, que ton appareil photo est parfaitement géré, tu n'as plus besoin de te préoccuper de ça.
et l'appareil photo devient une pure extension de toi-même. Et c'est ton œil collé derrière le viseur ou ton appareil photo placé sur trépied qui fait que toi, tu vas pouvoir communiquer avec le modèle, la diriger, lui donner une intention, lui donner une envie, préciser tes désirs. Parce que ça, c'est une chose courante, c'est la plupart des gens ne savent pas comment communiquer avec le modèle pour une raison simple, c'est qu'ils ne savent pas quoi lui dire. Ils ne savent pas quoi lui demander. Le modèle, on peut lui dire, mets ta tête à droite, lève la tête, regarde à gauche, aie l'air surpris, saute en l'air, etc. Sauf que, pour savoir ça, il faut savoir ce qu'on va lui demander et pas lui faire des trucs pour voir ce que ça va donner. Parce que d'abord, on va le fatiguer et puis ça sert à rien. Donc, avant de communiquer, il faut d'abord se dire, qu'est-ce que je veux montrer ? Quelle est mon intention ? Mon intention, je sais pas, moi par exemple, imaginons que je fasse coucher une modèle et que je la photographie de dos et que j'ai envie de montrer un petit peu la même courbure de son dos que la grande odalisque d'Ingres, par exemple, eh bien je sais que mon intention, ça va être que son dos ait cette courbure-là, que ses jambes aient cette courbure-là. Donc je sais ce que je veux. Et donc là, après, c'est très simple de communiquer avec le modèle en lui disant, écoute, ton bras, tu vas le rentrer un petit peu, ton dos, tu vas tourner, ta tête, tu vas la tourner un peu plus à gauche, ton genou, tu vas le mettre vers l'avant, etc., etc. Mais ça, c'est de la photocopie. C'est-à-dire, là, je vais enfermer mon modèle dans une création. Ouais. Sauf qu'en réalité, c'est pas comme ça que marche un mannequin, et a fortiori un mannequin professionnel. Un mannequin professionnel, il sait poser. Il connaît son corps, il sait ce qui va fonctionner. Donc, on va lui donner une intention. On va lui dire, écoute, ma chérie ou mon chéri, j'ai besoin que tu te places de face, que tu me donnes une intention de puissance et que tu me regardes droit dans les yeux. Et à partir de là, le mannequin va vous faire des propositions. C'est-à-dire, par exemple, écarter les bras comme s'il était en train de dégainer un colt dans un western et de baisser la tête. Une fois qu'on a ça, on va décider si ça correspond ou non à l'intention qu'on veut. Si ça correspond pas à l'intention qu'on veut, on va se dire, non, ça va pas. Je veux quelque chose de plus rentré. Donc, il va falloir que tu me donnes un côté plus méchant. Donc, tu baisses plus ta tête, tu voûtes tes épaules, etc., etc. Ça, c'est pour le mannequin professionnel. Et après, il y a le mannequin amateur. Le mannequin amateur, il va pas comprendre ces mots-là. Et surtout, il ne va pas comprendre les injonctions absolues qui sont, par exemple, et l'air naturel. Ça, c'est la chose que j'entends souvent. C'est soit naturel. Mais personne n'est naturel sur commande. Surtout pas les non-professionnels. Donc, pour rendre les gens naturels, il va falloir créer du naturel. Et le seul moyen de créer du naturel, c'est de créer une situation qui va amener les gens à se dévoiler. Par exemple, tu prends l'exemple, tu es avec ton appareil photo dans ton grand angle et tu es à 3 mètres. Et tu vas te rapprocher et tu vas te placer à 15 cm de ton sujet. Ton sujet, mais il va avoir une réaction. Il va avoir une réaction hyper naturelle parce que tu rentres dans son intimité. Tu fais tomber son masque social. Et donc, il va se mettre soit à rire, soit à se reculer avec une réaction de dégoût ou je ne sais quoi. Et tu vas avoir pendant cette fraction de seconde du naturel. Et en fait, la réalité du portraitiste, c'est de montrer l'immanence, de montrer la réalité de la personne qu'il photographie. Et donc, si tu regardes les grands photographes de portraits actuels, comme Platon, par exemple, Platon qui est le photographe officiel du New Yorker, de Times Magazine, en fait, lui, sa technique, c'est de se mettre à 15-20 cm de son sujet, et son sujet, ça peut être Vladimir Poutine, ça peut être Barack Obama. Si tu regardes la célèbre photo de Poutine qui a fait la une de Times, Platon est à 20 cm de Poutine. Et tu as une attitude, un naturel, une authenticité de la gueule de ce dictateur juste extraordinaire. Il a fait la même chose avec... comment s'appelait-il l'ancien dictateur de Libye là, qui a été assassiné, Kadhafi. Et tu as exactement le même regard de Kadhafi et c'est juste extraordinaire. Et donc, faire poser quelqu'un, c'est pas appuyer sur des boutons en disant lève la tête, tourne la tête à gauche, un peu plus à droite, etc., comme font les gens qui ne savent pas diriger. C'est soit utiliser les compétences de leur mannequin professionnel qui sait comment agir, soit agir sur soi-même et sur son état humain pour comprendre la psychologie des gens et susciter du réel. Et c'est là que c'est intéressant.
Donc, si je reformule ce que tu viens de dire, déjà, c'est d'avoir une intention et de savoir où on veut aller, sinon on n'a rien à dire à Et son tout à, modèle pour le diriger, comprendre qu'il n'y a pas un naturel absolu, il y a le naturel de la personne qui est en face de toi. tout à fait. Tout à fait. Et alors ça, c'est intéressant, on n'en a pas encore parlé de l'intention, mais je crois que c'est le vrai grand problème de la plupart des gens qui se lancent dans la photographie. Mm. C'est que la plupart n'ont pas l'intention. Oui, la photographie, c'est cool. Il faut en faire. Non, mais cela dit, la photographie, c'est cool. Enfin, comment dire, je vais pas cracher sur les gens qui font de la photo pour le plaisir, qui utilisent leur smartphone pour garder des souvenirs de leur soirée. J'en fais moi-même et je trouve que c'est une invention extraordinaire. Et puis, c'est génial. C'est l'art le plus populaire du monde. Ceux à qui je m'adresse, c'est ceux qui ont envie de faire de la photographie, pas de prendre des photos. On prend des gens en otage, mais on prend pas de la photographie. On crée des photographies. C'est-à-dire qu'on a une intention, on a quelque chose à dire au monde. La photographie, c'est un médium qui permet à des gens comme moi, tu sais, il y a une phrase qui m'a toujours beaucoup touché, c'est les premières phrases du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. La première phrase, c'est « J'ai longtemps vécu seul avec personne à qui parler véritablement ». Et c'est mon sentiment. J'ai longtemps vécu seul avec personne avec qui parler véritablement. Et j'ai eu le sentiment, l'impression de pouvoir parler aux gens lorsque j'ai pu commencer à m'exprimer en photographie et à exprimer quelque chose de profond, enfin quelque chose qui me semblait profond, qui me tenait à cœur, et le transmettre aux gens. Et c'est ça l'intention. C'est essayer de commencer à pouvoir parler véritablement et de trouver enfin des interlocuteurs. Et c'est ça l'intention. C'est de se dire, j'ai envie de dire quelque chose, j'ai envie de montrer quelque chose, j'ai envie de partager mes peurs, mes fantasmes, mes angoisses, mes rêves, mes obsessions. Voilà. Et être capable de le sortir derrière. Ce qui est Voilà. pas la partie la plus facile non plus, mais voilà. Enfin, en tout cas, déjà être conscient qu'on a un message, c'est un bon premier pas, je pense. Merci. Comme à chaque fois que je reçois quelqu'un qui est très éloigné de moi dans la pratique de la photo, je suis un petit peu perdu. Je l'ai déjà dit plus d'une fois, à chaque fois que j'ai reçu des profils assez éloignés du mien. Je te vois dans l'image côté artistique, et il y a un domaine qui est peut-être celui justement où j'ai le plus de mal à vous comprendre côté artistique, c'est que souvent les gens qui se disent artistes ou qui se sentent artistes n'arrivent pas à concilier l'artistique avec l'économique. J'ai pas l'impression que ce soit ton problème. J'ai l'impression justement que tu as justement réussi à concilier les deux de la bonne manière. C'est quoi ton modèle économique? Comment on gagne sa vie en faisant de l'artistique? Et notamment, la vraie question que je me pose, c'est quel compromis on fait? En fait, est-ce qu'il faut faire des compromis? Et si on doit en faire, c'est quoi ces compromis? Alors, pareil, je vais revenir un petit peu en arrière. Bon, moi, je ne me considère pas comme artiste, je me considère comme créatrice d'images. Comment j'arrivais à concilier ça? Par le simple fait que je ne suis pas seul. J'ai créé avec mon associé, donc Tao, je vais la citer, elle va écouter cette émission, ça va lui faire plaisir. Une société donc, qui s'appelle la Natsakura Factory. Et c'est grâce à elle que cette entreprise existe en tant qu'entreprise et qu'elle a un chiffre d'affaires. Donc moi, je ne m'occupe pas de la partie commerciale. Je m'occupe de créer des choses, je m'occupe d'avoir un lien avec les clients qui permet d'obtenir du travail photographique, mais ce qui fait que mon entreprise fonctionne, emploie des gens et me fait gagner ma vie à moi et à tous les gens qui travaillent ici, c'est surtout grâce à elle. Elle qui fait des devis, des factures, etc. Enfin, toutes ces choses-là. Et qui s'occupe de toutes ces choses-là qui peut-être vont pas te parler, quoi. Ça me parle, mais dès l'instant où on m'explique, je me dis heureusement que je ne m'en occupe pas, on sera en faillite depuis très longtemps. Voilà. Donc, dans tous les cas, moi, c'est le message que j'ai à dire à tous les gens qui sont un peu comme moi, c'est-à-dire qui ont envie de créer des choses. Ne travaillez pas seul et surtout, si vous êtes comme moi, fâché avec les chiffres et les déclarations d'impôts. Donc, chacune son rôle, en fait. Pardon ? Chacune son rôle, en fait. Exactement. Parce que moi, quand je dis, quand j'annonce un prix, par exemple, à un client, à mes yeux, je me dis, oh, c'est une fortune. Et Tao me dit, mais en fait, t'es folle, on perd de l'argent avec cette somme-là. Voilà. Donc, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui a la tête sur les épaules niveau financier pour ça.
Donc, dans tous les cas, c'est quelque chose qu'on peut pas faire seul, à moins d'avoir les deux compétences. Mais moi, je les ai pas. Voilà. Après, mon modèle économique, il est simple, c'est qu'en fait, mon entreprise fait des photos de publicité pour de la mode et du magazine. 90% du chiffre d'affaires de ma société, c'est ça. Donc, ce sont des catalogues, des publicités, des affiches, des choses comme ça. Et on travaille pour des entreprises de toute l'Europe. Voilà, un petit peu du Proche-Orient et un petit peu d'Amérique du Nord. Mais essentiellement du nord de l'Europe. Voilà, essentiellement en couture et en haute couture. Voilà. Mais ce qui, moi, me fait rêver et qui m'amuse, c'est lorsque j'arrive à utiliser la partie créative de la mode pour en faire des choses qui, moi, me ressemblent. Par exemple, tu parlais de l'horloge, tu parlais de l'avion, tu parlais de la maison qu'on a construite. C'est lorsque j'ai réussi à convaincre un client de réaliser son catalogue dans un univers visuel que j'avais créé de A à Z. Et là, je m'amuse. Mais dans l'autre cas, il y a des tas de compromis. Évidemment, je fais des catalogues sur fond blanc qui vont être utilisés sur Amazon ou sur des sites de cette nature, qui m'ennuient au dernier degré. Mes clients, ne m'écoutez pas, s'il vous plaît, c'est pas vrai. Qui m'ennuient au dernier degré, mais qui me font vivre. Il y a des choses alimentaires, il faut l'accepter aussi. Hein. Je me doute que le client qui te demande du fond blanc, il s'imagine bien que c'est pas ça qui va te faire vibrer, quoi. Tout à fait. Mais nécessairement, c'est une part importante du travail. Mais par ailleurs, mon entreprise, c'est aussi une entreprise qui commercialise mon travail artistique, donc qui est exposé en galerie, en musée, etc., qui commercialise mes livres par le biais d'une maison d'édition et qui commercialise aussi mes formations parce que, comme tu as dû l'entendre depuis le début de cette interview, j'adore parler et j'adore échanger avec les gens. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Non, ça répond parfaitement à ma question. T'as un petit peu anticipé une de mes questions qui va arriver après, mais voilà, on y reviendra après. On termine toujours la partie interview en parlant d'une image en particulier. Moi, j'étais resté sur les photos multicolores, les photos à éclairage multicolore, mais tu as bien déjà répondu à ces questions-là sur comment est-ce qu'on les conçoit, comment est-ce qu'on les met en place, comment on choisit les couleurs. Tu as répondu à ça un petit peu plus haut. Tu as bien anticipé la plupart de mes questions, en fait. Donc, si on va passer à la conclusion de l'épisode, donc tu as répondu à la source de revenus principale. La question qui reste, c'est est-ce que tu gagnais bien ta vie aujourd'hui sur cette partie-là ? Oui, très bien. Ça, c'est cool. Si je te demande quel est le pire moment de ta carrière ? Le pire moment de ma carrière, si, j'avais un shooting à faire pour la couverture d'un magazine américain avec une top modèle américaine qui venait directement de New York et que j'avais convaincu de venir faire une photo dans un très joli endroit du Languedoc-Roussillon qui s'appelle les Cascades de la Vis. Et donc, c'est un endroit assez encaissé, difficile d'accès, il faut marcher un moment pour y arriver, et c'est assez éloigné de Montpellier, de toute zone civilisée. Donc, on arrive là-bas, et donc, chose importante, à l'époque, les flashs sur batterie n'existaient pas, et donc on travaillait avec des flashs de studio qu'on reliait à des groupes électrogènes. Donc, on roule 2 heures, on arrive enfin sur place, on descend tout le matériel, donc le groupe électrogène, les flashs, le matériel d'éclairage, les caisses avec les trucs pour la coiffure, le maquillage, le stylisme, toute l'équipe descend, devait être une vingtaine en bas des gorges dans lesquelles se jetaient des cascades magnifiques de la Vis. Premier problème, mon mannequin qui était une espèce de diva me demande un café et évidemment on n'avait pas amené de thermos de café, donc le seul moyen de la satisfaire et qu'elle accepte de travailler, c'était que j'envoie un assistant au village le plus proche qui devait être situé à 20 km pour aller chercher du café. Donc ce qu'il a fait, il a remonté les gorges, il a pris la voiture, il est allé dans le village à côté, il est allé récupérer un café dans une tasse qu'il a ramené. Bon, évidemment, le café était à moitié vide et froid quand il est arrivé, mais bon, finalement, le mannequin, je dirais pas son nom, mais ceux qui me connaissent la connaîtront, a eu son café. Bon, finalement, elle était satisfaite et on a pu commencer à travailler. Donc, on a installé les flashs. Donc, il devait y avoir 4 flashs installés dans la rivière avec des grosses gueuses en plomb pour les tenir, pour
permettre qu'elle résiste au truc. On câble le tout. Moi, je m'installe dans l'eau. La mannequin arrive. Le styliste place la lumière, les vêtements. Le maquilleur fait ses dernières corrections de maquillage, de coiffure, etc. Et moi, je saisis mon appareil photo, je me place, et dans mon élan, je glisse sur la vase de la rivière, et je fais tomber tous mes flashs, les uns qui entraînent les autres puisqu'ils étaient reliés par fil, et l'intégralité de mes sources d'éclairage et mon appareil photo finissent à l'eau. Mon modèle, bon, heureusement, n'est pas électrocuté parce qu'il y a un système de coupe-fil qui fait ça. Et du coup, je me retrouve avec une équipe de 40 personnes à payer, pas de photos à faire, une modèle qui se fout de ma gueule, toute mon équipe qui se fout de ma gueule, et plus possibilité de faire la photo. Et la modèle devait reprendre son avion 4 heures après. Et donc, cette photo n'a jamais été réalisée et elle m'a coûté une fortune. Voilà, pire moment de ma carrière. Ouais, ça, je peux comprendre. Voilà. Ouais, il y en a d'autres qui reviendront si j'y repense, mais celle-là m'a toujours marqué. Celle-là, ça doit être bien douloureux. Ah oui, affreux. Sur le contre-pied, c'est quel est le meilleur moment de ta carrière? C'est celui qui va venir. Il n'est pas encore arrivé? Non. C'est toujours demain. Ouais. On attend toujours quelque chose et pour l'instant, alors j'ai eu des grands moments. J'ai exposé au musée d'art contemporain de Barcelone avec des tirages qui faisaient 13 mètres de haut. J'ai exposé à Shanghai, à Los Angeles, à Hollywood. J'ai fait des choses merveilleuses. J'ai réussi à avoir des livres qui étaient lus en Patagonie, des choses comme ça. Mais je sais pas. Enfin, comment dire? En fait, tout ce qui m'a toujours conduite, c'est arriver à créer une image qui soit vraiment transcendante, une image que je puisse continuer à regarder sans en voir les défauts. Et je continue à courir après ça et je ne l'ai toujours pas vu et j'aimerais bien l'avoir un jour. C'est une bonne philosophie, je trouve. On arrive à la toute dernière question. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode ? Je pourrais te recommander des dizaines de personnes, mais il y a une personne qui est chère à mon cœur et qui pour moi est un grand photographe, qui est très facile d'accès, un très grand monsieur, un garçon charmant, qui est suisse. Alors tu verras, si tu l'interviews, il a l'accent suisse, il parle un peu comme ça, il est de Genève, et c'est monsieur Christian Bromley. Christian Bromley est un homme qui a réinventé le nu artistique, et qui fait des nus artistiques juste somptueux, et que je te recommande de contacter de ma part. Je vais aller voir ça. Très cher à mon cœur. Je vais aller voir ça de très près là du coup et puis je me mettrai en relation avec lui pour essayer de trouver un créneau pour enregistrer. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne ? Ou partout. Alors tu peux me retrouver sur Facebook. C'est Natsakura photographeur. Tu peux me retrouver sur Instagram. C'est Natsakura official. Tu peux me retrouver sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Natsakura Channel. Puis tu peux surtout me retrouver dans mes livres, voilà, qui sont, à mon avis, comment dire, les choses qui seront les plus intéressantes de moi en réalité, puisqu'ils ne sont pas faits au fil de l'eau, ils sont l'objet d'une longue réflexion et donc d'un background plus intéressant. Voilà. Puis il y a les formations également. Je mettrai de toute façon tous les liens dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup. Merci de ta patience. Ah, mais c'était génial. Je pense que ça va être c'est le premier épisode de l'année 2023 quand même, et je crois que c'est un très bon kick-off. Voilà, j'espère que c'est annonciateur de toute l'année qui va arriver en termes d'intérêt des épisodes, parce que franchement, c'était fascinant. Et un grand merci à toi d'avoir ouvert ton œil de cette manière-là. Et je viens de faire tomber quelque chose par terre. Il y a un autre truc qui va tomber, je sens. Un grand merci à toi. Je te remercie pour tout et puis longue vie à ta chaîne. Eh ben écoute, et j'espère là pour le coup, tu vois, tu m'as réconcilié avec le côté justement plus artiste de la photographie et peut-être qu'on se croisera prochainement dans une formation du coup. Avec grand plaisir, tu seras toujours le bienvenu. Et puis si je passe à Paris, j'essaierai de te voir. N'hésite pas. Merci. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify, c'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité.
Vous pouvez également aller sur le blog dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.